J'ai acheté 15 objets au Japon qui sont totalement illégaux en France. Certains sont tout à fait logiques, d'autres c'est vraiment terrifiant de savoir qu'ils sont ok au Japon. Le colorant E171 et le Acid Red 52. Ce sont deux colorants qui sont illégaux dans tous les produits alimentaires en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. En vérité, c'est carrément dans toute l'Europe qu'ils sont considérés comme interdits, et pourtant ce n'est pas juste quelques produits chimiques qui sont passés sous le radar du gouvernement japonais. Pour preuve, le Acid Red 52, aussi appelé le colorant rouge 106, eh bien j'en consomme tous les jours au Japon. Il y en a dans des bonbons, dans des sirops, dans des pâtisseries, dans des kamaboko, des surimi, dans des onigiri, mais également dans des umeboshi. Et oui, c'est ceci, et c'est ce que je consomme vraiment tous les jours lorsque je suis au Japon. Je vais pas vous faire l'affront de vous répéter ce que c'est, mais c'est des prunes séchées qui sont extrêmement salées, ou plutôt acides. Personnellement, j'ai bien envie d'en bouffer une là tout de suite. Le colorant utilisé, il fait partie de la famille des colorants goudronneux qui permet justement à l'umeboshi d'avoir une couleur rouge plus vive, plus éclatante pour augmenter les ventes. Est-ce qu'il est dangereux? Eh bien, j'ai rien trouvé de particulier, c'est juste qu'il n'est pas dans la liste des colorants autorisés en Union Européenne. Et du coup, par conséquent, il est interdit. En revanche, l'autre colorant, le E171, c'est pas la même histoire. L'intérêt c'est exactement la même chose que le Acid Red, sauf que cette fois-ci c'est pas sur la couleur rouge, mais la couleur blanche. On l'utilise dans des pâtisseries, du dentifrice, des laitages, des fromages, bref tout ce qui doit se vendre bien avec une couleur très blanche. Mais j'aimerais apporter votre attention sur son nom, en japonais Nisanka Titan, en français dioxyde de titane. Alors je sais, il faut prendre du recul sur les noms scientifiques, ça fait toujours très peur. Par exemple chlorure de sodium. Il y a chlorure, c'est quelque chose qu'on utilise dans la piscine, du chlore, voilà. Sodium, ça se finit comme uranium, plutonium, et bah c'est du sel. Ouais, le chlorure du sodium, c'est juste du sel de table tout basique. Mais alors le dioxyde de titane, faut s'en méfier ou pas du tout? La classique c'est de dire que c'est cancérogène, et oui effectivement, inhaler à de fortes doses, ça favorise l'apparition de cancer. Mais son véritable problème à ce colorant, c'est sa génotoxicité, c'est-à-dire sa capacité à modifier l'ADN. Rien que ça. Tu un X-Men. Oui, c'est... ouais, un X-Men... Des études ont été faites et c'est pour ça qu'en Europe le dioxyde de titane est interdit dans l'alimentaire depuis 2022. Mais en France il est bon de savoir que son utilisation a été suspendue depuis le 1er janvier 2020. Alors le Japon il est au courant hein, mais alors pourquoi il l'autorise? Eh bien en voyant les mêmes résultats, ils sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas exclure le risque de génotoxicité, mais le risque n'est pas non plus prouvé. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas suivre la décision de l'Union Européenne. Faut avoir un exemple avec ce glaçage qui est blanc sur cette pâtisserie trouvée au supermarché japonais. Bref, si vous voulez découvrir d'autres objets qui sont légaux au Japon et pourtant totalement interdits en France, vous êtes au bon endroit. Un objet qui est illégal en France et pourtant légal au Japon, alors ça se trouve là-dedans, c'est pas réellement un objet, c'est plus une application, c'est quelque chose que voilà je vous recommande même d'avoir, c'est bien sûr quelque chose qui n'est pas du tout en fait illégal, hein, bien sûr, ni au Japon, ni en France, c'est CyberGhost VPN. Pour commander sur Amazon là tous les trucs que je voulais, j'étais en fait en France pour commencer, donc j'ai dû me géolocaliser au Japon avec un VPN, CyberGhost VPN, pour débloquer le catalogue japonais de Amazon. Ça m'a permis de faire mes emplettes et d'acheter tous les produits suivants qui sont justement illégaux en France. Alors que pourtant j'étais en France quand je les ai commandés. Et ce n'est pas la seule utilité que vous pouvez avoir avec CyberGhost VPN, il y a bien sûr toutes les réservations avec Booking ou même encore Air France. Je vérifie toujours si par exemple si je me connecte pas en Colombie, si le Paris-Tokyo il est pas moins cher depuis la Colombie que depuis Paris. On sait jamais. Et il y a aussi la même chose pour les réservations de voitures. Vous avez bien sûr jusqu'à 7 appareils différents avec un seul compte CyberGhost VPN. Donc par exemple moi j'ai mon téléphone, j'ai mon ordi, j'ai mon iPad, j'ai mon micro-ondes. Bon bref voilà, vous pouvez le mettre partout. Et pour ce qui est du prix, c'est seulement un tout petit peu plus cher que 2€ par mois parce que vous avez moins 83% de réduction avec mon lien dans la description. C'est bien sûr sur l'abonnement de 2 ans et sur l'abonnement de 2 ans justement vous avez plusieurs mois gratuits, mais surtout vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc si vous n'êtes pas satisfait, si voilà vous voyez que finalement à l'aéroport quand vous l'utilisez, que vous évitez de vous faire hacker, vous voulez vous faire hacker par quelqu'un pour récupérer vos données, eh bien vous avez le droit de résilier votre abonnement, il n'y a pas de problème. J'ai donné tous mes arguments, vous avez bien sûr le lien dans la description. Allez hop, 68€ d'amende pour un tout petit km/h en plus sur l'autoroute. Bon, je sais, en vérité, il y a une marge de 5 km/h en France, mais c'est quand même frustrant. Eh bien, sachez que cette situation que je viens de vous mimer, au Japon, elle est totalement impossible. Ah, je dis même pas que c'est plus rare, ça dépend des... Non, impossible. Il y a même pas des cas où ça peut... Non. Être flashé à 5 ou 6 km/h en plus par rapport à la limitation de vitesse au Japon, ce n'est pas possible. Et ça... pour 2 raisons. La première, c'est grâce à cet objet totalement illégal en France. Il s'agit d'un détecteur de radar. On n'a pas des détecteurs de radar sur les applications? Non, c'est pas exactement un détecteur de radar, parce qu'en fait, tout ce qui te signale, c'est juste les endroits où on sait qu'il y a des radars, où on a des contrôles de police. Sauf que là, lui, il va carrément détecter les radars en eux-mêmes. Donc par exemple, s'il y a un radar mobile de la police qui se met, lui, il va pouvoir le détecter. C'est vraiment basique comme objet, hein, faut pas vraiment fouiller du tout. J'ai trouvé plein de modèles pour moins de 100€ sur Amazon. Ça fonctionne très simplement en captant les bandes radio des ondes utilisées par les
les radars fixes, mais aussi par les radars mobiles de la police. En fait c'est très simple, hein, il va juste détecter les ondes radio et émettre un signal sonore, donc du coup une alerte lorsqu'il détecte des ondes suspectes. Et forcément l'alarme elle retentit avant que le radar puisse contrôler la vitesse, et donc du coup ça prévient le conducteur qui ralentit et du coup ne se fait pas choper. Et au-delà de vous dire que cet objet il est légal au Japon, il est même carrément giga populaire. Effectivement, selon une enquête qui date de 2022, ils estiment que 12% des voitures au Japon ont un détecteur de radar installé. Ça fait quand même 7,5 millions de véhicules. Clairement le marché il est pas à négliger, on se fait des pépettes là-dessus. Mais pour être tout à fait sincère, eh bien ce chiffre en fait de 7,5 millions de caisses, eh bien il me terrifie. Parce que, en fait, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que au Japon, pour se faire flasher, mais alors faut vraiment, mais vraiment le vouloir. Tenez-vous bien, les radars fixes au Japon, ils ne vous flashent que si vous êtes plus de 30 km/h au-dessus de la limite. Et sur l'autoroute, c'est carrément plus de 40 km au-dessus de la limite. C'est pour ça que je vous disais que c'était absolument impossible d'avoir une amende pour juste 5 ou 6 km/h en plus. Donc si t'as besoin de ce genre d'objet au Japon pour ne pas te faire flasher, c'est que t'es vraiment un très gros gourmand. Peut-être pas. En effet, si vous avez déjà conduit au Japon, vous vous êtes peut-être déjà rendu compte que la limitation de vitesse, surtout sur l'autoroute, elle est terriblement lente. Vraiment, parfois c'est limité à 60 sur des tronçons où c'est difficile d'aller en dessous de 100 km/h. Et vraiment, hein, je parle pas que pour moi, c'est vraiment toutes les autres voitures qui font ça. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'au Japon, si vous êtes plusieurs à rouler et à dépasser la limitation de vitesse, eh bien c'est ok. En revanche, si vous êtes seul à dépasser la limitation de vitesse, là vous pouvez vous faire choper. C'est vraiment la force du collectif qui est supérieure à la règle de limitation. C'est pour ça que tous les gangs de voitures que vous voyez faire les fous à Tokyo, et bah souvent ils sont en convoi, pas plusieurs en fait tout simplement, pour pas se faire choper tout seul. Mais bien sûr, s'il y a une voiture de police, et bien là tout le monde se met à la queue leu-leu derrière la voiture, et ça peut parfois générer des vrais embouteillages. Donc en résumé, la France c'est punition contre le Japon, attention. Et malgré qu'au Japon on ait des détecteurs de radar et même des télés au niveau du conducteur, et bien le nombre de morts sur la route est pratiquement 2 fois moins élevé au Japon qu'en France. 0,7 morts tous les 10 000 véhicules en France contre 0,4 morts tous les 10 000 véhicules au Japon. Bien sûr, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte comme par exemple la mentalité des conducteurs ou encore l'agencement des routes, mais avec ces chiffres, t'as vraiment l'impression qu'en France, les contrôles ils visent plus ton portefeuille que la véritable sécurité. Toyo Suisan, ça vous dit probablement rien, et pourtant, si vous êtes déjà venu au Japon, vous êtes forcément passé devant un de leurs produits. Il s'agit d'une grosse entreprise agroalimentaire japonaise fondée en 1953, et une de leurs marques les plus connues, c'est Maruchan. Ce sont des ramen, des soba, des udon instantanés en sachet ou en cup. Et le côté illégal, ça ne concerne absolument pas le contenu, mais le contenant. En cause, que vous voyez juste ici, c'est du polystyrène expansé. C'est un des matériaux les moins chers à produire sur Terre, un excellent isolant thermique car il est composé à 98% d'air, c'est très léger, il absorbe très bien les chocs, il est imperméable, résiste à l'humidité et il est 100% recyclable. Clairement, ça semble être un des matériaux les plus parfaits. Alors pourquoi c'est illégal en France dans l'alimentaire et la restauration? Eh bien parce que le recyclable à 100%, c'est que dans la théorie. Dans la pratique, ce polystyrène expansé, il s'effrite facilement et s'il n'est pas jeté correctement, il va se fragmenter en minuscules billes de plastique. Déjà, c'est pas fou, mais ces minuscules petites billes de plastique, eh bien, elles échappent au système de filtration. Donc le polystyrène se retrouve durablement dans les sols, dans les océans et dans les cours d'eau, finissant par être ingéré par des animaux que l'on consomme. Et donc du coup, il remonte toute la chaîne alimentaire. C'est pour ça que depuis le 1er janvier 2021 en France, ces emballages sont illégaux dans la restauration. Et depuis le 1er janvier 2025, c'est carrément tous les emballages en polystyrène expansé qui sont illégaux, sauf si tu prouves que tu as bel et bien une chaîne de recyclage adaptée à ça. Mais alors, je sais ce que vous allez me dire, attends Louis, il y a encore des restaurants qui utilisent du polystyrène expansé pour leurs emballages, j'en connais. Les emballages de kebab là, c'est bien du polystyrène expansé, alors du coup ils font comment? Ils fraudent? Eh bien non, ils utilisent du polypropylène expansé. Le polypropylène, abrégé PPE, est beaucoup plus dense, élastique et résistant. Il ne s'effrite pas, il se recycle mieux tout en étant résistant aux fortes chaleurs. Mais alors c'est trop bien, on passe juste du polystyrène expansé au polypropylène expansé, et c'est terminé. Eh bien non, le polypropylène expansé il a un gros défaut, c'est son prix. C'est entre 3 et 5 fois plus cher. Ce qui fait que la boîte de kebab est passée pour le restaurateur de 3 à 6 centimes à 15 à 25 centimes. Ça paraît rien, mais un écart de 18 centimes sur chaque boîte de kebab pour un restaurant par exemple qui fait 100 kebabs à emporter tous les jours, eh bien à la fin de l'année ça fait quand même un écart de 6500 €. Alors maintenant, imaginez pour une entreprise comme Toyo Suisan qui vend des milliards de cups à l'année. 18 centimes sur disons 2 milliards de cups vendus à l'année, ça fait quand même 360 millions d'euros. Ouais. Mais alors du coup ils font quoi? Ils restent pollueurs? Eh bien pas vraiment. L'entreprise semble avoir bien amorcé sa transition vers le papier et fibres recyclées. Mais je dois quand même admettre que le meilleur élève en la matière, il s'agit de eux. Cup Noodle. Hi! Nice to meet you! Pardon? How are you? Fine, thank you! And you!
survive. Cup Noodle. Cup Noodle par Nissin, ils ont arrêté définitivement l'utilisation du polystyrène expansé au Japon depuis 2008 pour un éco-cup en papier renforcé. Mais alors comment le gouvernement japonais il a réussi à faire bouger ces énormes groupes sans pour autant rendre illégal le polystyrène expansé? Tout simplement en faisant ce que n'importe quel gouvernement adore faire, c'est-à-dire mettre des taxes. En appliquant le principe de pollueur-payeur, au Japon, les entreprises doivent dépenser le coût du recyclage des produits qu'elles utilisent. Et donc naturellement, pour l'entreprise, elle va vouloir se tourner vers quelque chose de plus durable, parce que plus rentable sur le long terme. Et je trouve que c'est très intéressant de voir que la méthodologie française, c'est-à-dire de interdire tout bonnement, eh bien ça frustre les restaurateurs, alors qu'au Japon, mettre des taxes, eh bien ça a permis à des grands groupes de faire eux-mêmes leur transition à leur rythme. Moralité, faut que la France taxe plus. Non. C'est pas très souvent que je vais dire cette phrase, hein. Attention. L'ennemi numéro 1 de la France. Le coton-tige et la paille en plastique à usage unique. L'interdiction vise les bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique. interdit de mise sur le marché depuis le 1er janvier 2020. Et pour les pailles en plastique, ah oui, au Japon en plus c'est pailles en plastique dans du plastique, ils sont encore plus forts. Et pour les pailles en plastique à usage unique, elles sont interdites de mise à disposition depuis le 1er janvier 2021, sauf lorsqu'elles sont destinées à un usage médical. Bon, il va sans dire qu'au Japon c'est extrêmement facile de se procurer ce genre de produit parce que vraiment dans n'importe quel combini tu as ce genre de paille en plastique dans du plastique, vraiment le cauchemar de la France finalement. Et comme on parle d'oreilles et de Japon, je suis obligé de parler du mimikaki, qui est cet objet, voilà, un bâton avec une petite courbure au bout qui est là pour justement racler l'oreille et ne pas enfoncer le cérumen à l'intérieur de l'oreille. Mais, je suis surpris d'un truc, c'est que je suis allé sur Amazon forcément pour voir un peu comment c'était les produits différents, etc. Et j'ai découvert qu'il y avait eu récemment une amélioration du coton-tige. Non mais je veux dire, ça c'est quand même un des produits, c'est comme le stylo Bic, tu vois. Il a atteint finalement un peu sa forme finale. Eh bien non, au Japon ils ont fait une espèce de coton-tige transparent. Regarde, c'est vraiment l'emballage plastique dans du plastique dans du plastique. Donc là c'est tu casses comme ça, hop là. Mais ici au bout, en fait c'est super collant. Dans la pub ils disent que ça peut courber comme ça un petit peu, tu vois, donc si je fais la démo devant vos yeux ébahis. Oh, effectivement ça se courbe. Pour être honnête, je l'ai utilisé juste avant le tournage, je trouve pas ça fou et je trouve que finalement la bonne vieille méthode est plus efficace. Ah ouais? Ouais, j'ai été déçu, j'ai essayé tout à l'heure et j'étais en mode oh mais c'est un peu nul. Ça En m'a fait. vendu du rêve. Les broyeurs de déchets sous l'évier. Vraiment, c'est le truc des films et des séries américaines qu'on a vu avec ce petit bouton à côté du lavabo où tu fais où ça broie justement les déchets qui étaient dans l'évier. Alors, personnellement, je n'ai jamais vu ça en France, et en fait, c'est logique parce que c'est illégal. Et oui, c'est pas autorisé de mettre un broyeur dans l'évier parce que tu pourrais déposer des éléments solides dans les eaux usées, ce qui est, pas correct. Exception bien sûr faite de ton énorme caca. Et au Japon c'est presque la même loi qu'en France, sauf qu'il y a un petit détail en plus. Si tu mets chez toi une mini unité de traitement des eaux, donc généralement juste un bac pour stocker les déchets solides et un filtre, eh bien tu peux en installer un. Ce qui fait que conclusion, le broyeur de déchets sous l'évier, eh bien c'est légal au Japon, mais illégal en France. Le snus. Il y a une drogue où la France est beaucoup plus sévère que le Japon. Oui, je ne me suis pas trompé dans ma phrase, c'est bien dans ce sens-là. Au Japon, elle est totalement autorisée, alors qu'en France, elle est totalement interdite. Je le précise parce que souvent dans ces vidéos, vous savez que les objets, il y a des nuances, avec des conditions. Là, zéro nuance, zéro condition. Oui au Japon, non en France. Il s'agit de ceci. Du snus. Dr Nozman vous le disait déjà, il s'agit d'une poudre de tabac humide et son originalité, elle vient du fait que pour la consommer, il faut la placer entre la gencive et l'intérieur de la lèvre supérieure. Donc vraiment juste ici, et tu gardes le sachet entre quelques minutes à plusieurs heures. L'origine de cette drogue remonte au XVe siècle avec Christophe Colomb. Un des moines qui l'accompagnait s'est rendu compte que les Indiens d'Amérique, particulièrement les prêtres, utilisaient par voie nasale une poudre avec pour élément principal du tabac. Voie nasale, donc c'est pas encore sur la gencive. Cette méthode, c'est les Suédois qui l'inventent au début du 19e siècle. Et effectivement, lorsqu'on parle de snus, on est obligé de parler de la Suède. C'est bon, le soft power suédois, c'est quoi? Ses habitants ont une histoire culturelle tellement forte avec cette drogue que la Suède est le seul parmi toute l'Union Européenne à bénéficier d'une exception quant à la consommation du snus. En gros, dans toute l'Europe c'est interdit, sauf en Suède. Un homme sur 5 en Suède en consomme tous les jours et ça a vraiment remplacé la cigarette là-bas. Et c'est d'ailleurs pour ça que le snus a une bonne image dans ce pays. Surtout que fumer, ça sent mauvais, ça dérange les autres, c'est visible, alors que le snus c'est discret, ça ne produit pas de fumée et ça s'intègre mieux dans les normes sociales actuelles. Et même si au niveau santé, le snus n'ayant pas de combustion c'est meilleur que la cigarette sur le papier, il faut clairement s'en méfier. Snooze! If you're into this, take a real good look as you're looking into the future. I am a literal time traveler coming to tell you how the f you gonna look. Déjà, l'addiction serait plus puissante simplement par la quantité de nicotine supérieure dans un sachet de snus que dans une cigarette. Et puis il y a tous les dangers visuels que cet homme vous a montrés en dévoilant son vrai visage après avoir consommé énormément de snus.
Mais alors le snus au Japon, ça se passe comment? L'argument de pouvoir en consommer dans des espaces où on ne peut pas fumer, c'est un gros argument. Souvenez-vous, au Japon, vous n'avez pas le droit de fumer en extérieur. Si vous voulez fumer en extérieur, il faut vous parquer dans des endroits, dans des zones fumeurs où tout le monde est entassé là-bas. Alors forcément, l'idée de pouvoir consommer de la nicotine en dehors de ces espaces restreints, c'est très sexy. Je ne sais pas par quel miracle, le snus au Japon, ça fonctionne pas du tout. Les ventes de snus au Japon rapportées par la Japan Tobacco Incorporation sont vraiment, mais alors pas bonnes du tout. En 2023, ils ont arrêté 2 références parce que ça se vendait juste pas assez, et en juin 2026, ils en ont arrêté 8 autres. Donc vraiment, ça marche pas du tout. Même sur YouTube, j'ai pas vu grand chose autour de ça, à part ces 2 youtubeurs qui essayent. Donc c'est légal au Japon, mais fort heureusement, ça n'a aucun buzz. Mais attention, vous avez remarqué peut-être tout à l'heure que le snus, c'était toujours avec des pochettes plutôt brunes, avec le tabac. Alors que là, c'est une pochette blanche. Pourquoi? Parce que ce qui a mené à l'interdiction en France, ce n'est pas uniquement le snus, mais aussi les pushs. Alors bien sûr, comme je viens de vous le dire, la différence qui saute aux yeux, c'est la couleur. Marron pour les sachets de snus, contre blanche pour les sachets de push. Mais la différence concrète, c'est que les pushs n'ont pas de tabac, c'est directement de la nicotine avec un goût. Et là tout de suite, tu sens que ça s'adresse à une clientèle plus jeune. Comme pour les puffs, les goûts fruités, les couleurs et le marketing à s'y méprendre à des bonbons, c'est clairement pour viser une population de consommation très jeune, voire même mineure. C'est pour ça que depuis le 1er avril 2026, c'est totalement illégal en France. Et au Japon aussi, c'est illégal, mais pas pour les mêmes raisons, c'est parce que dans les pushs ou encore dans les puffs, eh bien il y a de la nicotine sans tabac, et ça pour le coup au Japon c'est illégal. Et c'est là où je suis en train de me poser la question, comment j'ai pu acheter ça facilement au combini? Parce que forcément, avec tout ce que je viens de vous dire, je m'attendais à retrouver du snus, donc du coup des pochettes plutôt brunes, et pas des pushs, parce que ça on dirait vraiment des pushs. Ma théorie ce serait que ça ressemble du coup, par contre c'est très mentholé, hein. C'est extrêmement mentholé. Je pense qu'en fait il y a directement du tabac à l'intérieur, mais en quantité infime. On peut voir des petites traces brunes, et je pense que la nicotine en fait contenue dans cette petite pochette en fait elle est que issue du tabac, parce que sinon c'est illégal au Japon, je rappelle, c'est pas possible. Mais ce serait comme ça qu'ils arrivent à contourner le truc quoi. C'est-à-dire qu'ils font un emballage qui ressemble à une push, mais qui n'a pas la nicotine habituelle. Si tu vois, j'ai un petit morceau de truc bizarre là, mais tout le reste c'est de la pâte blanche quand même. Hein. On dirait pas qu'il y a du tabac là-dedans. Hein. Ça veut dire qu'il y aurait pas de nicotine dedans? Bah écoutez, objet suivant. Le Becco. Ceci est totalement illégal sur le territoire français. C'est juste une pince à cheveux, mais c'est sa composition qui le rend illégal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Becco? C'est un artisanat qui est magnifique, très technique et en même temps très délicat à évoquer. Le Becco a été importé pour la première fois au Japon depuis la Chine durant l'ère Asuka, soit entre le 6e et le 8e siècle. A l'époque, on attribuait aux objets en Becco des vertus de longévité, et les épingles à cheveux et les peignes confectionnés avec ce matériau étaient très prisés des familles aisées du pays. C'était des articles de luxe tout bonnement inaccessibles pour le peuple. Mais c'est là où des artisans à Nagasaki ont commencé à maîtriser le Becco et à le parfaire. C'est comme ça qu'au 19e siècle, avec l'ouverture du Japon au monde, des étrangers commencent à affluer et remarquent ce savoir-faire autour du Becco. Fort de cette nouvelle clientèle, les artisans se sont adaptés pour produire des objets utilisés par les étrangers. Mais alors ok, le Becco c'est de l'artisanat, c'est très précis, mais c'est quoi le matériau de base? Et bien c'est là où, comme je vous le disais, ça devient délicat, c'est que le Becco c'est de la carapace de tortue, et pas n'importe quelle tortue, de la carapace de tortue imbriquée. Il est rare d'avoir la chance de contempler une tortue imbriquée. Sa population a été décimée à cause de sa splendide carapace. Au cours des 100 dernières années, elle a chuté de 80%. Oui, c'est totalement une catastrophe et heureusement aujourd'hui l'espèce elle est protégée. Et pourtant certaines entreprises japonaises comme Kamemanen continuent de produire des objets de luxe en Becco. Alors ça veut dire quoi? Qu'ils continuent de traquer ces pauvres tortues et qu'ils en ont rien à foutre des conventions internationales? Non, ils respectent ce qu'on appelle la Convention de Washington. C'est la convention selon laquelle le commerce international des espèces les plus menacées comme la tortue imbriquée est tout simplement interdit. Mais alors, s'ils le vendent, c'est qu'ils en ont. Ils font comment alors? Eh bien tout simplement en ne faisant aucune importation et en utilisant les stocks de Becco qu'ils avaient avant 1994. Alors ok, ils survivent avec des stocks qu'ils ont depuis 1994, mais est-ce que vous voyez le truc venir gros comme une maison là? En effet, depuis 95, on a bien entendu calculé le stock que possédait le Japon, 188,4 tonnes, c'est énorme. J'ai calculé, ça représente 177 000 tortues tuées pour avoir ce stock là. En 4 ans, soit en 1999, les stocks sont tombés à 102 tonnes. Et pourtant, 18 ans plus tard, en 2017, ils disent qu'ils sont à environ 28,7 tonnes, soit 15% par rapport au stock de départ. Et donc vous avez le graphique complet qui s'affiche juste ici, et vous voyez qu'on se fout de notre gueule. Je veux bien qu'avec la rareté du produit, forcément les gens consomment un peu moins, qu'on fasse un peu plus attention, mais là vu comment c'est parti, on dirait que ça peut baisser très légèrement et tenir sur 100 ans, sans problème.
Alors comment le Japon arrive à justifier que le stock il descend aussi faiblement? Eh bien c'est parce que régulièrement on attrape des contrebandiers qui ont justement de la carapace de tortue imbriquée. 564 kg d'écailles de tortue imbriquée ont été saisis lors de 71 opérations entre 2000 et 2019, dont la majorité sont passées sur les 5 dernières années. Stock bien sûr qu'on ne va pas juste mettre à la poubelle, mais bien le rajouter dans les stocks déjà existants. Et comme la traçabilité du produit est extrêmement difficile et c'est dur de savoir à quel moment le Bekko il a été récolté entre gros guillemets, et ça passe comme une lettre à la poste. Alors maintenant, c'est quoi les alternatives? La première, forcément, on a envie de dire l'élevage. Alors l'élevage, il y a bien une entreprise à Ishigakijima qui essaye d'en faire, sauf que le problème, c'est que la maturité sexuelle pour ces animaux est extrêmement tardive, et en plus les conditions pour qu'elles vivent bien, ça coûte extrêmement cher, ce qui fait que c'est pas du tout rentable d'avoir des élevages pour du Bekko. Surtout qu'aujourd'hui, plot twist, on arrive très bien à reproduire l'effet Bekko avec du plastique celluloïde. Et c'est d'ailleurs le cas de cette pince qui n'a donc tué aucune tortue. Vous pouvez vérifier sur la fiche produit, même si c'est écrit Bekko dans le titre, c'est bien écrit celluloïde dans la composition. Ce qui fait que je comprends l'idée derrière laquelle on veut préserver cet artisanat qui est quand même vieux de 15 siècles, mais pour ça il faut justement attendre que l'espèce ne soit plus en danger d'extinction, parce que sinon il va vraiment disparaître pour de bon. Costume. Alors vous allez voir, pour cet objet-là, bizarrement, je ne l'ai pas en question. Ouais, vraiment, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas pris, j'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. Tout commence avec un magasin où pratiquement 100% des touristes qui visitent le Japon visitent. Attends, laisse-moi deviner. Don Quirote. Oui, bien sûr. C'est assez dur à décrire, mais en gros, c'est un mélange entre un supermarché, un Sephora, une pharmacie, un foire-fouille, enfin bref, il y a de tout quoi. Et quand je dis qu'il y a de tout, tu peux trouver vraiment là-bas des produits alimentaires, des objets électroniques, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des vêtements, des valises, des souvenirs, des produits what the fuck. Et des sextoys. Et des sextoys. Mais justement, vous êtes au Japon en décembre 2010, et ce soir, c'est soirée costumée. Ça vous pète les couilles. Mais il faut bien faire un effort. Heureusement, sur le chemin, il y a un Don Quirote. Vous prenez un banal costume de pirate, quand soudain, entre le costume sexy d'infirmière et celui de Michael Jackson, il y a LE costume. Et ce costume, mesdames et messieurs, il s'agit de celui-ci. Oui, un costume de nazi. Hype, voilà. Bien entendu, l'exposition publique de ce genre de produit avec une croix gammée, à part dans des musées à des fins historiques, est totalement illégale en France. En revanche, au Japon, c'est parfaitement ok de l'exposer, mais aussi de le vendre. Vraiment aucune restriction en matière de drapeau, aussi nazi soit-il. Alors forcément, concernant ce déguisement, il y a eu un drama. Anecdote d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'un costume au Japon fait un drama, parce qu'il y a eu aussi le Gaijin costume, qui était là il y a quelques années auparavant, avec le long nez et les yeux bleus, et il y a même eu un autre costume qui a fait débat avec celui de Henking. C'est littéralement le youtubeur japonais numéro 1 Hikaking qui a vu un masque avec son visage être vendu dans tous les Don Quirote du Japon sans son accord. Mais quand même, je vous le dis, on n'est pas au niveau du drama avec le costume de nazi. Je ne sais pas comment l'information allait remonter jusque là, mais un beau matin, le siège du Don Quirote s'est retrouvé avec une lettre. Une lettre du Simon Wiesenthal Center, une organisation juive des défenses des droits de l'homme demandant le retrait immédiat du produit en rappelant que la croix gammée reste un symbole de haine lié au meurtre de millions de juifs et d'autres victimes par le régime nazi. Don Quirote s'est pissé dessus en voyant cette lettre et a tout de suite retiré le produit de la vente. Sauf que l'entreprise qui fabrique le produit, c'est pas Don Quirote, c'est une autre plus petite entreprise qui s'appelle Aiko. Et elle a répondu de manière un peu moins conventionnelle. C'était une simple plaisanterie, quelque chose d'évident. Si nous recevons des plaintes, on nous arrête, on la vend. Alors, pourquoi autant de défiance? Déjà parce qu'en fait le produit c'était pas un nouveau produit, ça faisait déjà 7 ans qu'il était dans les rayons. Et bien sûr au Japon il n'y avait aucune plainte vis-à-vis de ça pendant 7 ans. Et deuxièmement parce qu'au Japon on n'apprend pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale de la même manière qu'en Occident. Donc au programme c'est modernisation de Meiji, l'impérialisme japonais, la guerre sino-japonaise, la guerre russo-japonaise, l'annexion de la Corée, l'expansion de la Mandchourie, la guerre contre la Chine, puis la guerre du Pacifique contre les États-Unis. Voilà, donc quasiment que des trucs qu'on voit pas à l'école en France. Et forcément vous vous rendez compte qu'avec tout ce programme, il n'y a pas beaucoup de place pour les nazis en Europe. C'est ce qui explique pourquoi les Asiatiques en général ont beaucoup moins de sensibilité vis-à-vis des atrocités nazies. Et c'est comme ça qu'il y a eu en 2016 un faux défilé nazi dans une école, pas au Japon, mais à Taïwan. Après je ne sais pas si le Japon il a pas fait mieux parce que la même année, il y a eu durant un concert 2 idoles qui ont débarqué en tenue de nazis. Ah bah forcément, vous imaginez bien le milieu des idoles. On réfléchit tout, on fait attention, les fans, machin, comment ne pas les froisser et tout. Les costumes de nazis, pas de problème. Il s'agit du groupe d'idoles Kizaki Aka 46 qui se sont habillés en nazi pour un concert. À chaque fois ils se sont mangés des lettres similaires à celles que s'est mangé Don Quirote et ils ont bien sûr présenté leurs excuses. Et c'est même allé assez loin parce que Sony Japan Music a dû s'excuser vis-à-vis de ça. Mais alors pourquoi il y a autant d'incidents? Ils ont pas compris qu'il faut juste pas faire ça? À moins qu'ils fassent peut-être exprès. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du chic nazi?
En gros, c'est du cosplay de nazis pour la provocation, la mode, l'esthétisme européen kakoi, le tout saupoudré d'ignorance historique. Et bien sûr, ça n'a absolument rien à voir avec des revendications idéologiques. Alors bien sûr, c'est un phénomène complètement marginal, mais j'ai trouvé un article qui mentionne qu'au Japon, soi-disant, le cosplay nazi, notamment le port d'uniforme d'officier SS, est la deuxième forme de cosplay militaire de la Seconde Guerre mondiale la plus populaire, après le cosplay de l'armée impériale japonaise. Effectivement, même si je vous dis que c'est marginal, c'est pas non plus compliqué sur internet de trouver ce genre de photos sur Instagram. L'Allemagne nazie est un sujet tabou car l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Mais je pense que leur uniforme militaire figure parmi les plus réussis de l'histoire. Est-ce faux? Désolé, je suis anti-nazi, mais est-ce faux? On peut tellement pas garder truc. Alors forcément, avec ce genre de citation, je sais que depuis le début, certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont un fond de pensée qui ressemble à « Ouais mais les Japonais c'était quand même l'allié des nazis durant la Seconde Guerre mondiale, du coup en fait est-ce qu'ils sont pas un peu ok avec ça ?» Et si c'est votre cas, eh bien écoutez, je vous suggère cette vidéo. En gros, il faut vraiment savoir que les Japonais se sont retrouvés comme les dindons de la farce en s'alliant avec l'Allemagne nazie. Parce que tout ce qu'ils voulaient à l'époque c'était un accord de non-agression avec la Russie et les États-Unis, et comme l'Allemagne nazie avait réussi à avoir un pacte de non-agression avec la Russie, ils se sont dit « Bah on va se rapprocher de l'Allemagne nazie pour avoir le pacte de non-agression avec la Russie. » Donc ils signent le pacte tripartite, et juste après avoir signé, l'Allemagne nazie attaque la Russie, et il se trouve du coup en giga porte-à-faux vis-à-vis de la Russie avec qui ils voulaient faire copain-copain. Bref, tout ça pour dire que si les Japonais ont fait des horreurs absolument cataclysmiques dans les pays voisins d'Asie, pour le coup, ils n'ont jamais adhéré aux idéologies nazies. Les couteaux zombies. Une arme autorisée au Japon mais pas en France? Comment? Oui, il s'agit du couteau zombie. Alors bien sûr celui que j'ai actuellement là il est totalement factice, hein, voilà, ça me fait rien. Mais le couteau zombie ça désigne des couteaux qui ont un tranchant et surtout une lame dentelée. Mais alors pourquoi cette arme en France elle est illégale à l'acquisition et à la détention? Eh bien parce qu'elle a été reconnue uniquement comme une arme conçue principalement pour blesser et pas comme un outil. Bon en gros cette partie là, bon elle est pas très grande hein, sur mon exemple, eh bien elle sert que à blesser grièvement et à rien d'autre en fait. Mais alors avec ce genre d'interdiction en France c'est toujours parce qu'il y a eu des incidents avant. Est-ce qu'il y en a eu un? Au Royaume-Uni, oui. Rue Marly, Tweet, 19 ans, de Walthamstow, dans le nord-est de Londres, a poignardé Kamani Spooner, 18 ans, avec une arme de 30 cm de long, un zombie knife, le soir du 26 août 2024. Il a été reconnu coupable et a été condamné à 18 ans de détention. Ce n'est évidemment pas la seule affaire et le phénomène est fortement associé à de la délinquance entre jeunes. On parle aussi de rivalité de quartier, de certains réseaux criminels et de logique de représailles. Surtout que l'arme elle est intimidante, à faible coût, dévastatrice, mais aussi un peu stylée du point de vue d'un adolescent. On va pas se mentir, il y a un certain esthétisme. Ce qui fait que dans les statistiques de condamnation pour possession de couteau ou arme offensive, les mineurs au Royaume-Uni de 10 à 17 ans représentaient environ 18% des cas sur l'année 2023. Et c'est pour ça qu'en septembre 2024, c'est devenu totalement illégal aux UK, donc du coup au Royaume-Uni, de posséder un zombie knife. Et un an plus tard, le gouvernement français a suivi en rendant lui aussi illégal la détention et l'acquisition du zombie knife. Et si c'est encore légal au Japon, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'incident ou que ce n'est pas encore vendu sur le territoire. Le placenta. Est-ce que vous arrivez à lire ces quelques katakana voilà, sur ces produits? Bon, celui-ci est le plus facile, hein. Oh, celui-ci aussi, hein. C'est carrément écrit dessus. Il s'agit en effet de produits cosmétiques à base de placenta. Il s'agit d'un organe temporaire et essentiel qui se forme dans l'utérus au début de la grossesse et qui apporte tous les nutriments nécessaires au fœtus. Et au Japon, autant vous dire que ces produits à base de placenta, ils sont excessivement courants. Matez-moi tous ces produits à base de placenta, vraiment ça n'en finit pas. Des crèmes, des lotions, des boissons, des compléments alimentaires, le placenta ekisu, c'est un vrai argument marketing au Japon. Et c'est très associé à la blancheur de la peau, un critère de beauté qui est très apprécié des japonaises. Question placenta humain? Ah, on y vient. Très souvent, c'est du placenta animal qui est utilisé, donc de porc ou de cheval, mais en France, c'est aussi possible. Effectivement, il faut respecter un nombre incalculable de normes, de restrictions, voilà, etc. Mais c'est possible en France de vendre des produits cosmétiques à base de placenta. Ce n'est pas du tout mainstream comme au Japon, mais je ne peux pas dire que c'est illégal. Mais alors, du coup, je vous ai scam, je vous ai menti? Non, le point illégal, c'est pour la suite. Il s'agit du placenta humain. Au Japon, il existe des médicaments à base de placenta humain, notamment 2 injectables approuvés au Japon, le Melsmon et le Lynec, qui sont approuvés par le ministère de la Santé japonais. Lynec est principalement prescrit pour la protection du foie et la fatigue, tandis que Melsmon c'est vraiment le traitement de choix pour soulager les symptômes de la ménopause et stimuler l'éclat de la peau. Déjà je me disais que c'est plutôt chaud, mais on peut aller encore un cran plus loin. Connaissez-vous le concept de placentophagie? Bah, normalement ceux qui ont fait latin ou même ceux qui ont un peu de déduction ils savent très bien de quoi je parle. C'est l'action de manger le placenta après l'accouchement. Comme de nombreux mammifères font ça, et bien certaines personnes ont décidé de les imiter, bien que ça soit déconseillé en raison des risques d'infection. Apparemment en Chine, la pratique n'est pas si rare que ça. Comment ça se prépare? Couteau, fourchette, comme ça se cuit. Non, je pense que c'est direct. Je sais pas. Et bien sûr, c'est illégal en France.
Et au Japon, alors c'est fortement déconseillé et c'est même pas autorisé dans la plupart des hôpitaux, mais ce n'est pas illégal pour autant. On sait comment ils se fournissent ou pas? Je pense que c'est des femmes qui autorisent la récupération. Hijiki. Dans la catégorie des produits alimentaires qui sont illégaux en France et pourtant légaux au Japon, il y a 3 grandes célébrités. Le premier, le fugu, le poisson globe, la raison est parce que les produits de pêche issus de la famille des Tetraodontidae ne doivent pas être mis sur le marché en France. Le second, c'est la viande de baleine qui est rare au Japon, mais pas non plus introuvable. Sa commercialisation et son importation est totalement interdite en France. Et le dernier, c'est le poulet cru. Au Japon, dans certains établissements, dans certaines préfectures, ils en servent, mais c'est vraiment très anecdotique, sachant que le gouvernement japonais déconseille ce genre de pratique. Et c'est donc pour des bonnes raisons qu'en France, il est interdit de servir de la volaille crue dans un établissement de restauration pour écarter tout risque de salmonénose ou de campylobactériose. Mais il en existe un qui est bien moins connu, il s'agit de ceci. Oui, cet aliment est illégal en France et je pense que personne n'est déçu de cette interdiction, hein. Vraiment, je pense que... Est-ce que quelqu'un trouve ça très appétissant au point de braver l'interdit en France? Je ne pense pas, et je vais vous le dire moi-même. C'est pas mon aliment japonais préféré, très sincèrement je ne sens absolument pas de goût. Alors le truc c'est quoi? C'est de l'algue. Une algue brune qui ressemble à des pâtes longues mais qui une fois ébouillantée s'émiette comme ceci. Jusqu'en 2024 il ne faisait pas partie des espèces d'algues admises, acceptées pour l'alimentation humaine en France, mais depuis 2025 on voit son petit nom apparaître dans la liste. Mais alors pourquoi je dis que ça? Eh bien c'est illégal en France. Eh bien parce qu'il y a une autre loi qui risque de bloquer sa commercialisation. Règlement numéro 178/2002, article 14. Aucune denrée alimentaire dangereuse ne peut être mise sur le marché. Oui, dangereuse, vous avez bien entendu. Parce que le problème ce n'est pas le hijiki en soi, mais ce qu'il absorbe en trop grande quantité, c'est-à-dire l'arsenic. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Avant d'essayer de tuer des Gaulois avec un pudding au hijiki, laissez-moi vous expliquer. Déjà, l'arsenic, c'est quoi? C'est un élément chimique de numéro atomique 33. Et bien que ce soit un élément hautement toxique et polluant, il se trouve partout autour de nous. Ça se répartit en 2 grandes catégories, l'arsenic organique et l'arsenic inorganique. L'organique, il est présent dans certains organismes marins comme le poisson et les fruits de mer, et il n'est pas très toxique. Alors que l'arsenic inorganique, que l'on trouve dans les roches, les sols, les eaux souterraines, eh bien elle pour le coup, elle est beaucoup plus préoccupante, elle est hautement toxique. Et forcément laquelle des deux le hijiki absorbe? Bien sûr l'arsenic inorganique, celui qui est dangereux. Les mesures publiées par Food Standards Australia New Zealand démontrent que l'algue hijiki ont des concentrations d'arsenic allant d'environ 1,38 à 122 mg par kilo. Si on prend une moyenne à 50 mg par kilo, et sachant qu'il faudrait 53 g d'arsenic inorganique pour atteindre la dose létale médiane d'un être humain de 70 kg, ça représente plus d'1 tonne de hijiki à consommer pour être empoisonné et mourir par l'arsenic contenu dans le hijiki. Donc le risque il est clairement à zéro, hein. Sauf que la recommandation de Cancer Environnement concernant la consommation d'arsenic inorganique par jour est de 15 microgrammes par jour. Et ça pour le coup c'est beaucoup plus facile à atteindre avec le hijiki parce que c'est seulement avec 0,3 g qu'on atteint la limite journalière. Ça fait plus peur. En effet, sans parler de dose fatale, l'exposition répétée à de l'arsenic inorganique peut provoquer des cancers. Associer ça avec du riz, ce qui est communément le cas au Japon, eh bien c'est encore pire. Parce que, plot twist, eh bien il y a également de l'arsenic inorganique dans du riz, à hauteur de 0,15 mg par kilo, donc beaucoup moins que le hijiki. Toutefois, l'association des deux, eh bien ça équivaut à une double exposition. C'est la même couleur que ton t-shirt? Oui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup aussi à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé, vous avez bien sûr un lien dans la description avec les 45 jours satisfaits ou remboursés, vraiment essayez, ça vous coûte littéralement rien. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.